Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour ce deuxième numéro de l'émission Dialogue citoyen. Ce soir, le ministre Simon Compaoré est face au Burkinabé pour répondre aux questions relatives à la sécurité intérieure et à la décentralisation. Et avec lui donc, nous allons aborder les questions liées au Kolwego, au terrorisme, aux élections ou encore à l'incivisme. Mais tout d'abord, ce point, cette émission n'est ni un entretien ni une interview, c'est un dialogue entre le ministre et les citoyens. Il revient donc aux citoyens de poser des questions directes. Les journalistes sont des modérateurs. Et pour cela, nous sommes avec Ismaël Ouedraogo de Burkina Info. Bonsoir Ismaël. Bonsoir Simon Gongo, bonsoir Monsieur le Ministre. Dialogue citoyen, il faut le signaler, est un rendez-vous de redevabilité dans la gouvernance au Burkina Faso, une initiative à mettre à l'actif de la CODEL avec le soutien de l'ONG Diaconia qui travaille à l'émergence des femmes et des hommes donc, qui changent le monde. Et ce soir, face aux citoyens burkinabés, Simon Compaoré, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure. Et pour participer à cette émission, vous pouvez nous appeler au numéro suivant, le 25 31 83 53 ou le 70 30 13 11. Sur la page Facebook de la RTB également et sur la plateforme présimètre.bf. Cette émission, réalisée en direct des studios de la RTB, est également reprise, il faut le signaler, donc par des médias partenaires qui sont la télévision Burkina Info, les radios Omega et Ouaga FM et la radio Liberté. Simon Gongo, avec vous, nous entamons donc le premier volet de cette émission. Il faut dire, avant de continuer, Ismaël Ouedraogo, il y a un public dans ce studio qui va aussi intervenir d'un moment à l'autre et qui va poser des questions au ministre de l'administration territoriale et de la sécurité intérieure. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, ces derniers temps, on a parlé de Kolwego. On a entre-temps entendu parler des 5 commandements de Saint-Simon. Il s'agit des questions de détention, des questions donc des malfrats qu'il fallait remettre aux forces de sécurité. Il était interdit à ces Kolwego de faire de la patrouille ou de faire donc des services corporels sur les personnes qu'ils venaient donc à appréhender. Tout cela battu en brèche le 22 juin dernier à Kombisiri. Et depuis, on ne vous a pas entendu votre commentaire. Qu'est-ce que vous répondez à ces Kolwego? Pourquoi voulez-vous que je réagisse par rapport à ce que j'ai dit? Je n'ai pas inventé. Tout ce que j'ai dit, ce sont des mesures que vous pouvez trouver dans nos textes, parce que nous sommes un État républicain, un État de droit, et à ce niveau-là, il y a des règles qui régulent la vie dans ce pays-là. Et nous sommes dans un État de droit, et c'est pourquoi tout ce qui a été dit ne sont pas des lois ou des commandements. C'est ce que nos textes prescrivent et qu'il faille suivre et vivre si on veut réellement être ici au Burkina, qui est un État de droit. Donc ce n'est pas une invention. Ce n'est pas une invention, mais ce qui est flagrant dans ce dossier des Kolwego, vous-même, vous semblez être la personne à l'origine de tout ce qu'on constate, parce que vous êtes parti la rencontrer une fois, vous étiez donc sur un véhicule comme si c'était un meeting politique. Après, vous repartez pour dire encore qu'il ne fallait pas les laisser donc prospérer dans ce contexte-là. Ce double jeu-là, est-ce que ce n'est pas celui-là qui est à l'origine aujourd'hui de cette crise liée à ces histoires de Kolwego, monsieur le ministre? Ça, c'est votre point de vue. Moi, je ne pense pas qu'il faille interpréter ma sortie sur le terrain de cette façon-là. Vous savez, moi aussi, j'ai mûri, là. Et l'erreur qu'on voulait me faire, je l'ai évitée. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Le phénomène Kolwego, comme vous le savez tous, pour ceux qui ont cherché à savoir les origines, ne date pas de maintenant. Seulement, ces derniers temps, c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur. Et nous avons tous vécu et suivi ce qui s'est passé. Moi, j'ai été nommé à la première quinzaine du mois de janvier ministre
en charge des questions sécuritaires. Et je suis venu trouver le phénomène et j'ai pensé, contrairement à ce que certains voulaient que je fasse, j'ai pensé qu'il fallait comprendre le phénomène avant de réagir. Il y en a qui ont voulu que je fasse des réactions épidermiques en pensant que c'est le bouillant Simon Compaoré. Mais le bouillant Simon Compaoré a appris aussi à se domestiquer maintenant. Et la sagesse voudrait qu'on ait une approche tout autre qui consiste à aller rencontrer les gens, les intéresser, les écouter et leur donner notre point de vue. C'est ce qui a été fait. Si vous m'avez vu sur le camion, simplement, les commodités de notre conversation n'étaient pas réunies. Il y avait beaucoup de monde avec des micros qui ne donnaient pas et il a fallu monter sur le camion pour se faire entendre. C'est tout. Oui, mais monsieur le ministre, vous les avez rencontrés. Jusque-là, l'école Gogo refuse d'obtempérer à ce que vous avez dit. Est-ce qu'il faut continuer le dialogue ou est-ce qu'il faut envisager une autre mesure? C'est la question ce soir. Bon, écoutez, vous savez, moi j'ai dit ce qui doit être fait. Le reste, là, je ne fais plus de commentaires. Moi, j'agis. Vous agissez alors qu'on vous défie permanemment. La rencontre de Kombisiri, par exemple, faisons une escale là-dessus. Est-ce que vous étiez au courant que cette rencontre devait se tenir en tant que ministre de la Sécurité intérieure du Burkina Faso? Si oui, est-ce qu'ils ont demandé l'autorisation de tenir cette rencontre et en fin de compte pour rejeter toutes les mesures que vous avez eu à prendre? Vous savez, n'eût été le fait que vous me posez des questions, j'aurais voulu vous dire que ce stade-là est dépassé. Dépassé parce que c'est comme vous ne savez pas. Hier, de 18h jusqu'à 22h moins, il y a eu une grande rencontre avec ceux-là qui se sont réunis à Kombisiri. Et sur leur demande. C'était où? À l'hôtel de ville. Les Lions étaient là-bas. À l'hôtel de ville. Enrôlé à Kombisiri, quand même. À l'hôtel de ville, laissez-moi. Oui. Vous m'avez posé des questions. Laissez-moi m'expliquer. Alors, au cours de cette réunion, je dis bien c'est sur leur initiative. Ils ont fait des révélations. Parce qu'ils sont venus pour remettre les points sur les i. Quel genre de D'abord, oui, mais vous êtes très pressé au monde. Oui, mais ça intéresse. Oui, allez-y, mais j'en viens. Laissez-moi. D'abord, ils m'ont dit, et je n'étais pas seul, j'étais entouré du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, du représentant de l'adjoint du directeur général de la police nationale, du directeur général de la sécurité intérieure et des conseillers. Et voilà ce qu'ils m'ont dit. Nous sommes venus pour mettre les points sur les i parce que ce qui s'est passé à Kombisiri n'a pas été une défiance vis-à-vis du ministre ou vis-à-vis de la République, vis-à-vis de la loi. Et ils m'ont dit ceci. Celui qui est sorti et qui a tenu des propos sur les antennes, ils m'ont dit qu'ils l'ont interpellé pour dire qu'il n'était pas content de la manière dont il a agi et qu'il s'en démarquait, se démarquait de ses propos. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ils m'ont dit que eux, ils ne peuvent pas ne pas respecter la loi. Parce qu'ils savent qu'ils évoluent dans un État qui s'appelle Burkina Faso, où il y a un président qui respecte, où il y a un gouvernement, où il y a une assemblée
et où il y a des lois et des règlements. C'est eux qui m'ont dit ça. J'ai simplement demandé, il faut qu'ils prennent leur temps pour sortir, aller dire ça dans les télévisions, sur les radios et au niveau des journaux. Parce que c'est important pour moi. Ils ont reconnu que, en réunissant les gens, ils ont été infiltrés. Et ce qui s'est passé leur a fortement déplu. Et c'est pourquoi ils viennent se faire comprendre et remettre les points sur les i. Honnêtement, laissez-moi terminer. Honnêtement, je n'ai pas voulu faire venir la presse pour que ça ne prenne pas une autre allure. Ils ont demandé à nous rencontrer et je me devais d'être courtois à leur égard. Mais vous avez toute la latitude de les appeler et de les écouter. Et vous saurez que ce que je dis, ce n'est que la vérité. Alors, c'est vous dire que vous allez voir les jours à venir beaucoup d'évolution. Parce qu'eux-mêmes ont dit que tous ceux qui vont mettre du sable dans leur couscous, aller à l'encontre des lois et des règlements, en ayant des attitudes qui semblent comme étant un défi à l'autorité publique, eux-mêmes ils vont s'en charger, ils demandent à ce que l'autorité publique aussi réagisse. C'est bien dit tout ça, monsieur le ministre. Dites-moi, puisque on sait que vous êtes friand des ultimatums, même si souvent cela n'aboutit pas, est-ce qu'après cette rencontre, vous leur avez dit clairement, on se donne un délai pour qu'à partir de cette période-là, on ne voit plus ces sévices corporels, ces prélèvements de fonds, ainsi de suite, ces actes antidémocratiques même qu'ils posent, les atteintes aux droits de l'homme qu'on arrive régulièrement au Burkina Faso actuellement? Ismaël, il n'y a pas de délai. J'avais déjà dit ce qui était proscrit. Il n'y a pas de délai. Et vous savez qu'on ne plaisante pas. Quand on est chargé de veiller sur la sécurité des citoyens d'un pays comme le Burkina Faso, on ne se comporte pas en plaisantin. Et avec tout le respect que je vous dois, je ne pense pas que je ressemble à un plaisantin. Ce que j'ai dit à Fada, je l'ai redit à Gawa. Et vous savez ce qui s'est passé samedi dernier. Donc vous savez bien, vous avez pu vous rendre compte qu'on ne plaisante pas. On est vraiment au sérieux et on traite les choses de manière correcte. Alors, et donc, il n'y a pas d'ultimatum, il n'y a pas de délai. Ce qui a été dit, j'avais dit même que je n'allais plus intervenir sur la question. Nous allons simplement faire ce qui doit être fait. C'est tout. Alors, on va évoluer, on va parler du terrorisme, puisqu'on a connu les attentats de Ouagadougou le 15 janvier. Entre-temps, notamment début juin, on avait entendu des arrestations qui avaient été opérées ici à Ouagadougou. Et jusque-là, on ne sait pas exactement qui sont ces personnes qui ont été arrêtées et quel est le degré de leur implication justement dans ces attentats, monsieur le ministre. Oui, je vois que vous êtes en retard, à moins que on veuille alimenter la conversation. Vous savez que ce matin même, avec la presse, lors du point de presse du gouvernement, j'ai eu l'occasion avec le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale qui suit ces différentes investigations sur les actes terroristes qui ont eu lieu ici au Burkina. Vous savez que ce matin donc, nous avons donné largement des informations. Effectivement, il est arrivé un moment où nous avons pensé qu'il était temps de donner des informations.
Et nous avons dit qu'il a été procédé à l'arrestation de 49 personnes. 49 personnes dans le cadre des activités terroristes qui ont eu lieu à Ouagadougou, à Inabao, dans la commune rurale de Tinakov, à Intangoun, à Koutoukou, à Déou, à Samorogan, pour ne citer que ces éléments. Il y a près au moins une dizaine de lieux qui ont été attaqués. J'ai cité quelques-uns. Donc, ces attaques ont amené les services de sécurité à faire des recherches, ici même au Burkina, mais aussi aidés par les pays amis, les pays voisins, avec qui nous avons des dialogues féconds. Et tout cela nous a permis effectivement d'arrêter 49 personnes. Sur les 49 personnes, 39 ont été relaxés pour preuves insuffisantes. 10 personnes ont été retenues parce qu'elles présentaient un intérêt certain par rapport à ce qui s'est passé le 15 janvier à Ouagadougou et plus tard à Grand Bassam. Nous avons vu des traces et ces mêmes traces, on les a retrouvées à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et cela nous a amené effectivement à retenir ces personnes-là. 3 personnes sont des femmes également, qui présentent un intérêt parce que ce sont des femmes qui ont eu des contacts, et précisément une qui était la sœur vraiment d'un élément présumé être parmi le cerveau, ceux-là qui ont eu à attaquer Capuchino et l'hôtel Splendide, et probablement qui ont agi également à Grand Bassam. Alors, Monsieur le ministre, il y a un point important à aborder par rapport à ces différentes attaques que le Burkina Faso a connues. Il y a une réalité. Cela a mis en nu également donc, le fait que nos forces de défense et de sécurité ont besoin de plus de moyens. Les éléments sur le terrain ont besoin d'être accompagnés. Depuis les attentats à aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait en tant que premier responsable du département pour que nos éléments qui sont sur le terrain aient vraiment les moyens nécessaires pour agir en cas d'attaque éventuelle? Très bonne question. Vous savez que dans le contexte que nous vivons, contexte de Burkina, contexte sous-régional, contexte régional et contexte mondial, la question du terrorisme est une préoccupation de tous. Que vous soyez au nord, au sud, développé, sous-développé, le terrorisme constitue aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, une préoccupation essentielle des gouvernants. Et encore davantage chez nous, parce que nous sommes un pays qui a connu il n'y a pas longtemps des secousses. Et n'eût été la main bienfaisante de Dieu, nous serions un État où se déroulerait la guerre civile. Mais c'est dans ce contexte-là de difficultés que nous avons, qui ont jalonné notre parcours, que nous sommes obligés de faire face à ces nombreuses attaques des terroristes. Je disais tout à l'heure une dizaine de sites qui ont été attaqués, et on s'est rendu compte effectivement que nous n'étions pas outillés pour faire face à de telles situations. Donc ce que vous avez dit, c'est une réalité. Non seulement
On sait que sur l'ensemble du Burkina, nous avons à peu près combien? 11 000 policiers, 8 600 et quelques gendarmes pour un pays très étendu comme le Burkina, 274 000 poussières, kilomètres carrés, avec une frontière longue de près de 3500 kilomètres que nous partageons avec 6 pays. Donc c'est autant un contexte défavorable qui fait que ces attaques-là sont venues à un moment où nous n'avions pas beaucoup de moyens pour faire face. Non seulement en ressources humaines, formation de ces ressources humaines, mais surtout l'équipement. Parce que ceux qui sont venus nous aider, nous donner un coup de main, et ils étaient super équipés. Et vous savez que ce sont des équipements qu'on ne trouve pas ici. Donc, votre question revêt un intérêt très particulier. Qu'est-ce que nous avons fait depuis les attaques du 15 janvier? Et il faut dire qu'immédiatement, nous avons l'ensemble des forces de défense et de sécurité, ça veut dire les militaires, les gendarmes, les policiers. Il y a eu des rencontres, un travail qui a été fait à ce niveau pour voir un peu nos points de faiblesse et les relever. D'abord, au niveau des effectifs, nous avons demandé qu'il y ait un peu plus de concentration dans certaines zones dites à risque. Et c'est ainsi qu'il y a du déplacement d'effectifs vers la frontière malienne. Frontière malienne qui fait à elle seule près de 1300 km sur les 3500 que nous avons comme frontière avec les 6 pays. Donc, aussi bien des effectifs en militaire ont été prédisposés au niveau de cette frontière, mais il y a eu également des gendarmes et des policiers. D'accord, monsieur le ministre, on va évoluer. Parole aux citoyens maintenant. Oui, mais ce n'est pas tout ça, c'est un élément. Nous avons entrepris de rechercher les moyens pour combler le déficit d'équipement qu'il y a, aussi bien en armement, en munitions, mais en matériel de protection. Et donc, c'est ce qui a fait dire à certains qu'on était en train de courir. Et effectivement, on courait, on cherchait les moyens. Et vous les avez eu maintenant? Dieu voulant, c'est en train de se préciser. Et nous sommes en train d'avoir ce qu'il faut petit à petit. Ok. Parole aux citoyens. Nous avons un public comme nous l'avions annoncé en début d'émission. Nous allons revenir sur les questions de Kolweogo et puis donner la parole. Alors, monsieur le ministre, on va parler élection, puisqu'on a parlé, on a annoncé. Voilà. Je voudrais savoir, et au moins, est-ce qu'on peut avoir, vous pouvez nous rassurer, si c'est dans les 5 ans à venir, on peut avoir ces entités, votre mandat. Mais, M. Tastas, si ça devait être après les 5 ans, moi je ne serais pas en train de parler de ça. Parce que dans 5 ans, est-ce que je sais si je serai là? Voilà, donc c'est dit que c'est dans nos préoccupations et c'est un chantier qui va être ouvert. Et comme je l'ai dit, ça se déroule là comme ce que j'ai dit. Et vous serez largement informés, ça ne sera pas un vase clos. Alors les élections à présent avec Lydia Zanga qui est avec nous dans ce studio, qui a une question pour vous. Merci bien.
Monsieur le ministre, mon intervention porte sur la mise en place des exécutifs communaux après les élections du 22 mai 2016. Il est vrai que dans la majorité des bureaux de vote, du moins dans la majorité des communes, cela s'est passé dans le calme, mais il y a certaines communes qui se sont illustrées par des actes de violence et qui ont beaucoup fait parler d'elles et qui ont mis des populations dans des situations assez difficiles. Donc récemment, nous avons entendu des appels à l'aide de populations, comme je prends un exemple de Karangaso-Vigué. Donc je voulais savoir s'il est possible que vous reveniez sur ces cas pour nous dire qu'est-ce qui est fait au niveau de votre département pour cela. Et aussi, une autre question, pour la suite des scrutins qui vont venir, est-ce que votre département réfléchirait donc sur le mode de désignation des maires? Est-ce qu'il ne faut pas aller à un système plus direct où le citoyen sait en allant aux urnes qui pourrait être maire? Ça peut peut-être nous éviter des situations. D'accord. Madame, vous avez fait une très bonne intervention et posé des questions qui valent la peine qu'on débatte. D'abord, il faut regretter ce qui s'est passé dans certaines communes. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 348 communes dans lesquelles on a pu installer les exécutifs locaux, c'est-à-dire le maire, les adjoints et les présidents de commission. 348 sur les 367, parce que l'élection a eu lieu dans les 367 communes et arrondissements. Il y a en tout 370 communes rurales et urbaines et arrondissements. 19 arrondissements, 302 communes rurales, 49 communes urbaines. Si vous faites la sommation, ça fait 370. Malheureusement, à Broum Broum, à Zohoré et à Béguédo, compte tenu des difficultés objectives qu'il y avait et des risques d'affrontement, la CENI, à juste raison, a estimé qu'elle ne pouvait pas organiser les élections à ce niveau. Et donc, voilà, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on peut dire. Et les passations de services ont pratiquement eu lieu dans ces différentes communes. Et ils sont en train d'attaquer la mise en place des exécutifs locaux au niveau des 13 régions, des régions. Parce que nous prévoyons les rencontrer tous le 11 juillet pour un entretien et leur donner des b.a.-ba de la gestion municipale avant qu'ils ne mettent la main dans la tambouille. Alors, il y a une deuxième question. Alors, il ne faut pas repenser le mot de désignation. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. Et nous regrettons les incidents graves qui ont eu lieu à Kanchari. Il y a eu mort d'homme. Quelqu'un est décédé là-bas. À Karangaso-Vigué, il y a eu 2 morts et c'est vraiment regrettable. C'est inacceptable. Et ce n'est pas normal que ça se passe comme ça. Mais c'est à notre corps défendant. Ce n'est pas le fait de l'administration. Et c'est pour ça que nous profitons de l'occasion qui nous est donnée pour attirer l'attention et des populations et des partis politiques pour qu'ensemble, il y ait un sursaut qui fasse en sorte que même si il y a des différends, qu'on essaie de les résoudre autrement, au lieu de poser des actes qui peuvent conduire à la perte de vies humaines. Alors, ce que vous avez dit, quand j'étais maire, à la tête de l'association des municipalités du Burkina, ça a été notre requête. Nous avions fait des propositions en disant il faut que le maire s'assoie scrutin de liste avec en tête celui-là qui va être le maire pour que, en élisant, les gens sachent là que c'est un tel, s'il a la majorité, qui va être maire. Nous avons plaidé pour ça. Malheureusement, on a été chaque fois retoqué au niveau de l'Assemblée.
Je crois que pour cette fois-ci, beaucoup de politiques vont être d'accord avec ce que vous dites, avec ce que nous avons toujours voulu faire. Et nous-mêmes, au niveau du ministère, nous allons procéder à la relecture du Code général des collectivités territoriales et aussi demander qu'il y ait une relecture du Code électoral pour que nous puissions ressentir les choses à la lumière de ce qui s'est passé sur le terrain. Ce n'est pas seulement cette année. Même les élections passées, on avait eu les mêmes problèmes. Seulement, on n'a pas eu mort d'hommes. Cette fois-ci, il y a eu mort d'hommes. Donc, il y a péril dans la demeure, il y a urgence et nous allons préparer les textes qu'il faut et le gouvernement va sanctionner le travail qui sera fait au niveau de mon département et l'Assemblée nationale va décider en dernier ressort. Il y a une question d'un citoyen, on va donc la lire ensemble. Monsieur le ministre, donc nous avons suivi et nous continuons donc de suivre l'installation des nouveaux maires. Comment va se gérer donc la question des lotissements dans les différentes communes? Bon, alors, avec mon collègue ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, nous nous sommes déjà vus. Nous avons mis une petite commission qui a déjà travaillé parce qu'il va falloir, dès que les maires vont prendre fonction, que nous puissions dire qu'est-ce qu'on fait. Et donc, nous nous sommes vus et il va y avoir une rencontre avec les ministres et les techniciens pour écouter ce qui a été proposé par le petit comité qui a été mis en place. Et lorsque nous allons rencontrer les maires, très prochainement, nous allons pouvoir leur dire quelle va être la procédure. Mais avant, nous devons faire un dossier qu'on va mener en conseil de ministres qui va être validé et par la suite, la levée va se faire puisque vous savez qu'il y a la suspension sur toute l'étendue du territoire des lotissements au niveau des collectivités territoriales. Donc, une fois que nous aurons eu le hockey du Conseil des ministres sur la base du dossier qu'on va introduire, les maires seront informés de la manière dont les choses vont se passer. Et en attendant que cette question de fond qui est posée, on puisse la résoudre. Est-ce qu'il faut continuer à laisser les collectivités territoriales, qui sont les communes, qu'elles soient rurales ou urbaines, avoir parmi leurs compétences la compétence de lotir? Ça, c'est une question qui est mise en débat et le président de l'Assemblée avait souligné dans un de ses discours dans l'hémicycle. Et donc ça, c'est une question à part, mais en attendant, il faut faire en sorte que les questions pendantes soient résolues. Les doubles attributions, les querelles, en tout cas, beaucoup de problèmes qu'on rencontre au niveau des collectivités, que nous puissions dire comment ça va se gérer. Alors, Monsieur le ministre, on a un téléspectateur au bout du fil, il nous appelle de Kongoussi, il s'appelle Jean Sawadogo, nous l'écoutons. Moi, c'est Sawadogo Enza, depuis Kongoussi. Moi, ma question concerne la décentralisation. Quelles sont les mesures prises en vue de permettre aux collectivités territoriales de mieux répondre aux aspirations des populations? Et en ce qui concerne son volet ressources humaines, quelles sont les actions que le ministère a entreprises pour assurer la bonne marche des services de la collectivité? Là, je suis à l'aise. Il ne reste plus beaucoup de temps aussi. Oui, en tant qu'ancien maire, mon devoir maintenant en tant que ministre, c'est de faire avancer la cause de la décentralisation. Donc, tous les avatars que j'ai connus quand j'étais maire, je dois mettre à profit le fait que je suis maintenant ministre en charge de la décentralisation pour faire en sorte
que le travail des maires soit allégé à ce niveau-là. C'est pourquoi d'ailleurs, nous avons, en accord avec Madame la ministre en charge donc des Finances, travaillé déjà à virer ce qui doit être viré dans les caisses des collectivités. Vous savez que dans le cadre de des compétences qui sont transférées aux collectivités, il est fait obligation à l'État central de transférer également les moyens. On ne transfère pas les compétences sans transférer les moyens, que ce soit dans l'éducation, la santé, l'assainissement, toutes ces questions sur lesquelles les compétences sont transférées aux collectivités, au niveau de la santé primaire, au niveau de l'éducation primaire, ce sont les collectivités qui ont reçu cette compétence-là. Donc, nous avons déjà, Madame la ministre a signé un arrêté conjoint avec moi et cet argent-là est déjà dans les caisses des collectivités pour les permettre de réaliser justement ces infrastructures sociales qui sont très attendues au niveau de nos communes, qu'elles soient rurales ou urbaines. Et puis, il y a des textes que nous sommes en train de préparer qui, s'ils étaient adoptés, vont permettre de donner plus de pêche, plus de l'épaisseur aux élus locaux dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Pour le personnel, nous allons continuer à aider à la formation du personnel à l'ENAM et dans les IRA. Et ce sont des instituts qui avaient été créés dans les régions pour former le personnel destiné à appuyer les collectivités territoriales. Et donc, ces actions-là vont se poursuivre et nous allons surtout faire beaucoup de formations pour que les maires aussi, les élus aussi puissent jouer convenablement leur rôle. Il y a l'État qui doit jouer sa partition, mais si les collectivités ne jouent pas la sienne, il va y avoir des problèmes. Et pour cela, il faut les doter de connaissances. Même les intellectuels, il n'y a pas une école où on va apprendre à être maire, à gérer une collectivité. Donc, c'est à travers les formations, quel que soit votre niveau, vous avez besoin de la formation. Comment assumer votre rôle d'officier d'état civil, comment assumer votre rôle d'officier de police judiciaire, comment confectionner un budget. Toutes ces questions-là, nous allons apporter de l'aide, de l'expertise aux nouveaux élus pour qu'ils puissent assumer correctement les tâches à eux confiées par les mandats que sont les citoyens de nos villes et de nos campagnes. Alors, Monsieur le ministre, avant de terminer, une question quand même. Vous avez cité tout à l'heure 3 communes, Beguedo, Bouroum et Zogoré. Je retrouve le nom dans le Nord, qui n'ont pas eu d'élection. Alors, jusqu'à quand justement ces élections seront organisées? Alors, je dois dire, vous avez cité les 3 communes où il n'y a pas eu d'élection, mais le risque est grand, parce que si vous faites le décompte, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je parle, il y a 19 communes qui n'ont pas pu mettre en place les exécutifs locaux au niveau de ces communes-là. Est-ce que vous pensez sanctionner éventuellement les partis politiques dont les militants aujourd'hui sont en train de perturber la mise en place de conseils? Non, c'est pas comme ça que les choses se passent. Le ministère n'a aucun pouvoir pour sanctionner qui que ce soit. Nous disons simplement aux citoyens de ces villes, de ces communes-là, qu'ils courent le risque d'avoir à la tête de leur commune une délégation spéciale. On a été à Karangasso, Vigué, on a dit que la température est encore élevée, donc toute tentative de vouloir faire des élections là-bas, les gens vont se rentrer dedans. Donc on ne va pas prendre ce risque-là, qu'il y ait d'autres morts, parce qu'on veut coûte que coûte qu'il y ait un maire à la tête de Karangasso, Vigué.
la ville, la collectivité sera ce que les habitants de la collectivité voudraient qu'elle soit. Si les gens ont opté d'avoir un maire nommé, mais ça sera à notre corps défendant. Donc, peut-être que la liste va s'allonger. Au lieu de 3, il y aura, à un moment donné, il faut qu'on agisse. On ne va pas attendre indéfiniment les gens. On va mettre en place des exécutifs locaux au niveau des 13 régions. Et on va commencer à travailler. Et donc, partout où on n'a pas pu, ça sera des délégations spéciales. Dans tous les cas, nous allons préparer un dossier qu'on va soumettre au Conseil des ministres, en Conseil des ministres, et on avisera. Donc, il se peut qu'il y ait d'autres situations, et après, donc, on pourra envisager l'élection complémentaire de rattrapage, mais ça, c'est à voir. Mais ce n'est pas exclu. Aussi, après, il faudra peut-être encore reprendre les élections. Oui, dans ces communes-là. Dans ces communes, pas dans les autres communes qui ont déjà leur exécutif et qui peuvent commencer à travailler dès maintenant. D'accord. Merci, Monsieur le ministre, parce que nous sommes au terme de cette émission. Nous étions partis pour... c'est déjà fini? Oui, c'est déjà fini. Malheureusement, le temps file très vite. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci au public qui est venu aussi vous poser les questions. Merci aux téléspectateurs, au téléphone et sur les réseaux sociaux qui ont envoyé leurs questions. Dialogue citoyen, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité sur les antennes de la télévision de Burkina. Ismaël Ouedraogo et moi. Vous ne m'avez pas permis de dire un mot pour vous dire merci et vous dire que nous sommes à votre disposition. Et interpeller les populations, aidez-nous à vous aider. Faites en sorte que dans chaque collectivité territoriale, il y ait un maire, il y ait des élus, des mandants. C'est à cette seule condition que vous allez pouvoir développer convenablement votre commune. Donc il est encore temps, les 19 communes restantes, j'en appelle au bon sens et à la volonté des uns et des autres pour faire en sorte que nous ayons des maires qui ont toute la légitimité parce que élus pour travailler pour ces populations qui ne demandent que le développement. Alors, donc, merci une fois de plus. Mais je veux rassurer les gens, ceux qui disent que je n'ai pas d'étoffe là. Nous sommes là pour assurer la sécurité des citoyens et nous allons travailler dans ce sens-là. Si au bilan, je dois être passé à l'échafaud, je serai prêt à donner mon coup. Mais en attendant, laissez-nous agir et vous jugerez après. On jugera après. Merci. Et donc, c'est tout pour cette émission Dialogue citoyen. Comme on vous l'a dit en début d'émission, il s'agit donc pour la CODEL, Diaconia et la RTB de donner la parole aux citoyens pour poser des questions aux autorités politiques et notamment les gouvernants. Pour donc une émission de redévabilité ce soir. C'était avec le ministre Simon Compaoré de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure. Merci de nous avoir suivis. Parole aux citoyens, nous avons un public comme nous l'avions annoncé en début d'émission. Nous allons revenir sur les questions de Koloyogo et puis donner la parole à Madame Fatou Sourabié. Voilà, vous avez une question pour le ministre sur les questions de Koloyogo. Ok, merci Simon Gongo. Bonsoir Monsieur le ministre.
il est ressorti à l'Assemblée générale de Kologo à Kombisiri ce mois-ci, où ils ont déclaré qu'il y avait eu un compromis, si je peux le dire ainsi, entre le président Roch et ces derniers, disant qu'ils n'ont qu'à les soutenir pour les élections présidentielles. Et en cas de victoire, ils allaient reconnaître ces Kologo et les soutenir. Ne pensez-vous pas que les agissements actuels découlent de ces compromis politiques qui a eu lieu entre le MPP et les Kologo? C'était ça ma question. Madame, j'ose croire que vous plaisantez. Vous êtes au sérieux. C'est les Kologo qui ont déclaré ça après l'Assemblée générale. Moi, je n'ai pas entendu ça. Mais je pense que vous voulez agrémenter la conversation. Sinon, je pense que vous-même, quand on vous entend parler, vous n'êtes pas convaincu. Bien sûr, parce que ça ne peut pas... Non, vous ne semblez pas être convaincu de ce que vous dites. On est bien convaincu puisqu'on l'a entendu sur les antennes. Ça paraît tellement invraisemblable que vous-même, vous semblez être dubitatif. Donc, je ne ferai pas de commentaires. Je vais dire simplement, comme avait dit l'autre, il faut laisser les choses basses mourir de leur propre sort. Je n'ai pas autre commentaire. Il y a également donc des questions que nous sommes en train de recueillir à travers donc la page Facebook donc de la RTB, mais également donc la plateforme donc de Présimètre qui nous permet également donc d'avoir des questions adressées à Monsieur le ministre d'État. Il faut signaler donc que Monsieur le ministre, il y a ces questions qui reviennent régulièrement en tout cas sur donc les Kologo. Et il y a une question qui est revenue notamment sur la page Facebook. Beaucoup de gens soulèvent le fait qu'il y a urgence aujourd'hui qu'on arrive finalement à créer spécifiquement un ministère dédié aux questions sécuritaires et un autre ministère en charge des questions de l'administration et de la décentralisation. Quelle est votre réponse là-dessus? C'est votre point de vue. Ce n'est pas le mien, ce sont les populations Enfin, qui vous c'est le demandent. point de vue de ceux qui posent cette question. Elle ne s'adresse pas à Simon Compaoré. Moi, je sais que je suis ministre de l'administration territoriale, la décentralisation et de la sécurité intérieure. Je ne me suis pas taillé cette chemise-là. Il faut peut-être poser la question à la personne qui l'a taillée. Vous verrez, vous aurez son sentiment. Il y a quelqu'un dans la salle aussi qui avait une question relative justement à cette question. Brahima Salouka. C'était exactement la même question. Bonsoir, Monsieur le ministre. C'était pour dire que face aux défis sécuritaires qui se posent au Burkina, avec cette question des Kologo, du grand banditisme pour lequel jusqu'à présent nous n'avons pas vu de réponse véritablement venir, face au terrorisme, est-ce qu'il n'est pas temps de scinder ce département en deux pour plus d'efficacité? Adressez-vous au président du Faso. Je n'ai pas à répondre à cette question-là. Moi, je sais qu'on m'a donné une tâche que je dois accomplir. Un point, c'est tout. Et comment comptez-vous réussir cette mission avec un méga ministère de la sorte? C'est la même réponse. Si vous estimez que la robe ou la culotte ou le pantalon ou le boubou a été mal taillé, adressez-vous au tailleur. Merci. Alors, on va revenir donc sur les questions des populations toujours que nous sommes en train de recueillir, notamment au niveau des appels téléphoniques. Monsieur le ministre, c'est vrai que vous ne voulez pas répondre à cette question, mais elle revient avec insistance. Clairement, est-ce que 3 ministères en somme pour vous seul, ce n'est pas trop par rapport à tout ce que le pays a comme défi à relever aujourd'hui? Ça, c'est votre affaire, ce n'est pas mon affaire. Alors, moi, oui. Je me préoccupe de faire en sorte qu'au moment où il faut rendre compte, que je sois au rendez-vous de l'histoire. On va évoluer, monsieur le ministre. On a tout. des téléspectateurs qui sont au bout de fil. Je crois qu'il y a un téléspectateur qui s'appelle Omar Ouedraogo qui veut vous poser une question. D'accord. Moi, c'est partenariat Omar Ouedraogo. J'appelle de Ouagadougou. Alors, ma question est la suivante.
Monsieur le ministre, alors, on a l'impression que vous n'êtes plus compris par les Corolero, vu les agissements qu'on constate ces derniers temps. Alors, est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire appel à un médiateur? Parce que ce qu'on sait, vous dites que vous êtes avec les Corolero qui respectent. Réponse. Moi, c'est Patenement Oumar Ouedraogo. Là, donc, on a un petit souci technique, mais vous avez du reste entendu la question. Oui, tout à fait. Voilà, le téléspectateur ou encore le citoyen burkinabé voudrait bien entendu savoir est-ce qu'il ne faudrait pas faire désormais appel à un médiateur pour finalement trouver une issue heureuse pour cette crise liée au Corolero aujourd'hui? Non, médiateur, je ne sais pas ce qu'il appelle médiateur. Je vous ai dit que le Rassam Kandé, qui semble être celui-là qui est à l'origine de la création de ces Corolero, lui-même s'est déplacé à mon bureau avant-hier. Et il se trouvait que j'étais sur Bouquet. Je lui ai donné rendez-vous hier. Donc, étant donné que c'est les premiers responsables même qui éprouvent le besoin de venir me voir, discuter avec moi, bon, qu'est-ce que je veux dire? Je vais chercher quel médiateur, si les intéressés se déplacent eux-mêmes pour venir vers moi. Par contre, j'ai estimé que, étant donné qu'au niveau des Corolero, il y a des chefs coutumiers, je me suis approché des notabilités coutumières pour leur demander aussi leur concours à ce niveau-là, pour qu'on puisse bien sensibiliser certains qui ne comprennent pas les exigences de l'état de droit. Ça, je l'ai fait, et même demain, je le ferai. Donc, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Mais il faut se dire qu'il y a eu une attitude qui laisse penser que les choses vont évoluer puisqu'ils se sont déplacés avec une délégation. Et je pense que je ne vais pas dévancer l'iguane dans l'eau, mais si tout se passe bien, c'est vous-même qui allez les recevoir et ils vont parler. Ce ne serait plus moi. En tout cas, ça veut dire, vous fondez un espoir certain à ce mea culpa absolument, qui a été, absolument, fait par les Corolero. parce que justement, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est qu'il y a, et les forces de défense et de sécurité l'ont même relevé hier, il y a des Corolero à l'heure actuelle qui travaillent en bonne intelligence avec la gendarmerie, avec la police. Et ça se passe bien. Qui viennent remettre des gens qu'ils ont arrêtés et qui ne font pas comme les mauvais Corolero, qui fouettent, qui attachent, et certains même raquettent, il faut le dire. Et c'est ce genre de Corolero-là qu'il nous faut, il faut lutter contre ce genre de Corolero. Et je pense que sur cette question-là, si toutes les missions devraient prendre le maximum de temps sur les Corolero, alors que pour moi c'est suffisamment clair, on risque de rater. Parce que le ministère, je ne m'occupe pas seulement que des Il y a tellement Corolero. de choses sans doute. Nous sommes d'accord avec vous, mais les Burkinabés aussi sont préoccupés par cette histoire des Corolero. Mais la preuve, on a bien campé le décor. Un exemple très simple. La route nationale numéro 1 qui est fermée par des gens qui disent être pro-Corolero. On ne vous a pas entendu par exemple sur cette question. Si déjà on arrive à créer autant d'incidents... Ça c'est peut-être, si vous ne voulez pas entendre, c'est sûr que vous n'entendez jamais. Moi, je sais que je n'ai pas besoin de faire le one-man show. Mais vous avez vu, si la route qui a été barrée, elle a été libérée illico presto. Alors, ce n'est pas tombé du ciel. Voilà, c'est quelqu'un qui a ordonné qu'on libère la voie. Et c'est vous qui l'avez fait. Et ça veut dire qu'il y a un État. Et qu'on ne peut pas, il ne peut pas y avoir un État dans un État.
Alors, je vais laisser comme ça. Hein. Oui. Bon, de si les toute Burkinabés façon, posent des questions dessus, nous sommes obligés de vous transmettre les questions. Non, de toute façon, je vais dire simplement, less talk, more action. Peu de discours, plus d'action. C'est ce que les gens attendent et ils seront servis. Alors, parlons sécurité, et notamment cette question de terrorisme et autres volets de la sécurité maintenant. Nous allons donner la parole à Sarah Koulibaly, qui a... Sharaf Koulibaly, pardon, qui a une question justement sur les questions sécuritaires. Ok. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, il y a beaucoup de Burkinabés qui trouvent que vous n'avez pas l'étoffe du ministre de la Sécurité capable de maîtriser la situation sécuritaire qui prévaut présentement au Burkina Faso. Alors, que répondez-vous à cela? Nous, on a une plateforme qu'on appelle les nouvelles du quartier et on relate un peu ce qui s'est dit au quartier. Donc, ce soir, je suis là pour vous dire ce que le quartier pense. Alors, ce qu'on va faire, moi je vois que vous êtes suffisamment costaud. Je vais prendre votre place et puis vous allez venir ici. Et puis, je vais vous accompagner chez le président pour qu'on bat le nom de Simon Compaoré et qu'on mette votre nom. Non, c'est pour plaisanter. Non, vous savez, moi, je n'ai certainement pas l'expérience de ministre, mais j'ai de l'expérience dans la vie pratique. Et quand vous êtes responsable, à quelque niveau que ce soit, ces genres de propos-là, vous allez entendre. Et ce qu'il faut faire, c'est savoir écouter et surtout agir selon sa conscience. Et c'est pas seulement, et même quand j'étais maire, il y en a qui disaient que effectivement il fallait des gens beaucoup plus à l'aise. Mais j'ai tapé quand même mes 17 ans. Et si j'étais blanc, j'allais dire que en partant, je n'ai pas rougi. Vous savez, c'est d'abord une question de volonté. Personne n'est ni ministre. Hein. Voilà. Et c'est quand on vous confie une tâche, il faut avoir, bien sûr, une certaine assise intellectuellement, mais il faut surtout la volonté et avoir la vision. Si vous venez pour gérer l'existant et vous complaire dans ce que vous avez trouvé, bien sûr, en partant, vous n'aurez apporté aucun ajout par rapport à ce que vous avez trouvé. Et moi, je n'ai pas encore 6 mois. Attendons, on aura l'occasion de se rencontrer. Mais ce qui est sûr, quand celui-là qui m'a chargé de la mission-là va se rendre compte que je suis inapte à la mission, soyez sûr, parce qu'il veut des résultats, il prendra les dispositions qui s'imposent. Alors, toujours avec le public sur le plateau, à présent donc sur les questions de terrorisme, monsieur le ministre, nous allons écouter Alexandrine Oloyon, qui est journaliste donc au niveau de la radio Omega. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Vous aviez annoncé ce matin, lors du point de presse du gouvernement, l'arrestation de 2 Burkinabés qui projetaient de créer un groupe terroriste ici au Burkina Faso. Ma question, est-ce qu'à l'heure actuelle, on est sûr qu'il n'y a pas de cellules terroristes dormantes au Burkina? La question est simple. C'est comme si vous me dites, est-ce que je suis sûr que le Burkina ne fera pas l'objet d'attaques? C'est des questions qu'on ne peut pas répondre, auxquelles on ne peut pas apporter une réponse. Quoique, ce que nous faisons, c'est aiguiser la vigilance. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui en Afghanistan. Il y a des Américains là-bas, il y a des forces étrangères là-bas,
il y a des bunkers là-bas, il y a tous les moyens sophistiqués là-bas, et vous avez vu ce qui s'est passé. C'est plus d'une trentaine de policiers qu'on a tués, des policiers qui venaient d'achever une formation. Et il y a quelques semaines, vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis, dans cette boîte de nuit. Et avant-hier, vous avez vu ce qui s'est passé en Turquie. Bon, c'est vous dire que cette question-là, personne ne peut vous dire il y en a ou il n'y a pas. Ce qu'on fait et ce qu'on doit faire au jour d'aujourd'hui, c'est faire en sorte que chaque citoyen soit conscient que de par son comportement, il peut contribuer à ce qu'il y ait plus de sécurité, à ce qu'on débusque des cellules dormantes, s'il y en a, mais par son comportement aussi, il peut contribuer à compliquer l'action de l'État, le cas donc de la sécurité qu'il faut apporter dans le domaine de la sécurité qui est nécessaire aux citoyens des villes comme des campagnes. Donc, c'est difficile parce que il y a un phénomène nouveau qui est né. Ce n'est plus les gens qui viennent pour opérer eux-mêmes. Ils essaient de faire des recrutements à l'intérieur des pays. Et c'est pour ça, la plupart du temps, vous allez voir des gens aussi noirs que nous. Et pour ce qui nous concerne, des Sawadro. Sawadro, c'est d'ici. Ah, ce n'est pas de France, ce n'est pas des États-Unis. Les deux Burkinabés qu'on a arrêtés, il y a d'autres qui sont dans un pays, dans un autre pays. Donc, tous des Burkinabés. Donc, ça pose le problème de la vigilance. Justement, parlant de ces deux Burkinabés qui ont été arrêtés, c'est quand même étonnant que le gouvernement ait gardé silence sur ces arrestations depuis 2015. Mais madame, vous pouvez dire cela. La raison a sa raison, la raison ignore. Et quand on travaille dans ce domaine-là, la sécurité, on évite d'être un bavard, d'être un one-man show. Vous savez qu'il y a des enquêtes qui ont démarré depuis un certain temps. Et chaque fois, il y a des pistes qu'on suit. Si vous êtes bavard, vous détruisez vos pistes-là. Vous mettez fin même à vos investigations. C'est pour ça, pour certaines questions, lorsqu'on n'a pas atteint un niveau de maturation, on ne balance pas les informations au hasard. Sinon, vous détruisez même l'ensemble de l'architecture que vous tentez de mettre en route pour cerner le contour de certains éléments qui doivent vous permettre de remonter à l'assassin. Alors, une dernière question sur les aspects sécuritaires. Monsieur le ministre, voilà. Il y a la page Facebook qui affiche la question suivante. Vous pouvez lire avec nous en face. La préfecture de police qui devait donc apporter un plus à l'appareil sécuritaire a été supprimée sous la transition. Peut-on voir revenir cette préfecture de police, monsieur le ministre? Non, il ne faut pas faire beaucoup de confusion. Bon, on a fait ce que les Français font. À Paris, il y a une préfecture de police. Et l'action du maire à ce niveau, à Paris, contrairement à ce qu'il y a ici à Ouagadougou, le maire de Paris ne s'occupe pas des questions sécuritaires. Voilà. Il y a un préfet de police qui s'occupe de ces questions-là. Mais avant la création de la préfecture, bon, c'était le maire, et c'est pour ça que vous m'avez vu à plusieurs reprises
lors des manifs parce que j'étais en charge aussi de la sécurité de la ville. Alors, la création de cette préfecture de police où les éléments n'étaient pas réunis. Vous voyez, même pour avoir le site et le siège, il a fallu pendant longtemps, cette préfecture de police-là errait, était sans domicile fixe. Et d'autres connexions qui n'avaient pas été suffisamment réglées ont fait que finalement, cette préfecture-là n'avait pas tous les attributs nécessaires pour jouer le rôle qu'on voulait lui donner. Donc, je crois que c'est tout cela, entre autres, qui ont contribué effectivement à mettre sous boisseau la préfecture de police. Mais moi, je dirais que là n'est pas la question. Au jour d'aujourd'hui, c'est les structures de lutte contre le terrorisme et le grand banditisme qui existent aujourd'hui au sein de la gendarmerie, au sein de la police et même maintenant au sein de l'armée. Ce sont ces structures-là qu'il nous faut doper. Quand je dis doper, c'est les doter de moyens performants, efficaces, et soigner les hommes pour qu'ils puissent être opérationnels, les former pour qu'ils puissent être opérationnels sur le terrain. Je crois que toute la question est là, et avoir l'appui, le concours des populations. Vous savez, vous avez beau avoir des éléments bien formés, bien équipés, s'il n'y a pas de renseignement, mais l'œuvre là est vouée à l'échec. Et les renseignements, c'est aussi vous et moi, la population, le berger qui est derrière ces animaux, le cultivateur qui est dans son champ, l'ouvrier qui est à l'usine, le taximan qui est dans son taxi. Chacun, là où il est un collecteur d'informations, des informations qui peuvent être précieuses dans cette lutte contre cette nébuleuse qui s'appelle le terrorisme. Alors, monsieur le ministre, il y a une dame de la région de l'Est qui a appelé tout à l'heure, qui voudrait bien savoir si les Korolego disparaissent dans l'Est Burkina, qui est une zone d'insécurité permanente. Vous, ministre de la Sécurité, aujourd'hui, qu'est-ce que vous comptez faire pour mettre les populations à l'abri? On va écouter la question de la dame. Puis elle est au téléphone. La question? Donc on va évoluer dans l'émission. Voilà pourquoi j'ai préféré répondre à la question pour vous. Donc on y va. Non, d'abord je voulais faire une précision. Vous ne m'avez jamais entendu dire qu'il faut supprimer les Korolego. Moi, je suis constant. Le gouvernement est constant. Dès les premières heures, nous avons dit qu'il faut les encadrer. Parce qu'on est dans un état de droit, on ne peut pas laisser fût-elles des initiatives citoyennes se développer et agir n'importe comment. C'est pourquoi j'ai parlé d'encadrement. Je n'ai jamais dit, vous ne m'avez jamais entendu dire qu'il faut supprimer les Korolego. J'ai dit qu'il faut les encadrer. Maintenant, ceux qui refusent de respecter les lois et les règlements de la République, mais s'autodissolvent. Ces structures-là s'autodissolvent elles-mêmes. Parce qu'elles vont poser des actes qui vont aller à l'encontre des lois et les règlements de la République. Et comme il y a une justice, la justice va se mettre à l'œuvre. Monsieur le ministre, parlons du cas de la région de l'Est particulièrement. Oui, j'en viens. C'est pour dire d'abord, parce que la question est, si on supprime les Korolego. Moi, je n'ai jamais dit de supprimer les Korolego. J'ai même dit qu'il y a certains Korolego qui ont travaillé et qui ont aidé même à faire des arrestations de taille. Il y a des gens qui sont en prison grâce aux bons Korolego, parce qu'ils les ont arrêtés et les ont mis entre les mains des forces régulières. Alors la réponse est claire, il n'est pas question de supprimer les Korolego. Attendez, non, il faut écouter ce que je dis
cher Omo. Oui, monsieur le ministre, parce que le temps passe. Donc j'ai dit, ah non, non, mais c'est important. Oui. C'est vous qui revenez là-dessus. Oui. J'ai dit que nous n'avons jamais dit qu'il faut supprimer les Kourouéro. On a dit qu'il faut les encadrer. Parce que ce n'est pas la seule initiative, là. Il y a les Dozo, il y a les Benkadi, il y a d'autres qui ont... Il y a d'autres initiatives qui ont d'autres noms. On est cristallisé sur les Kourouéro parce qu'il y a eu des écarts de comportement sur le terrain. C'est ça qui est répréhensible. Tout ça, c'est compris. Qu'est-ce que vous comptez faire pour la région de l'Est? Parce que c'est une dans la région, je réponds pour la région de l'Est. Oui. J'ai été installé le nouveau gouverneur de la région de l'Est. Et à l'occasion, il y a eu un entretien avec les corps constitués. Et ensuite, avec les forces de défense et de sécurité. Et nous avons élaboré un plan d'attaque et qui va se mettre en œuvre très bientôt. Je vous réserve la surprise. C'est pour la lutte, une lutte, non, attendez, c'est pour lutter efficacement contre le terrorisme. Et l'armée a mis des unités. Aujourd'hui, vous allez à Diapara, vous verrez qu'il y a une unité de l'armée qui est là-bas et qui bouge, qui n'est pas statique, qui fait des patrouilles dans la zone. La gendarmerie, la police, toutes les forces vont se coaliser et nous allons faire de grandes opérations dans ces zones-là. Pas seulement à l'est, mais également au sud-ouest, il est prévu ce genre d'opérations. Et même ici, au centre. C'est les zones où la criminalité, le banditisme est suffisamment élevé. Alors, le temps avance vraiment. On va dire juste un mot sur l'incivisme, puisque là aussi, c'est un problème dans notre pays. Il y a eu cet événement qui est arrivé début mai plus tôt, avec un policier qui a été heurté, qui malheureusement a perdu la vie. Entre-temps, vous êtes sorti, vous avez dit, l'intéressé a été identifié. Aujourd'hui, est-ce qu'il a été arrêté? Bon, la question m'a été déjà posée. J'avais répondu que lorsqu'on a dit qu'on l'a identifié, on a eu des éléments qui donnent un peu le portrait robot du monsieur qui a été à l'origine du décès du policier. Bon, il se trouve que les endroits où on a indiqué la police qu'on pouvait le trouver là-bas, on ne l'a pas trouvé. Donc, il court toujours. Il court toujours. Et on continue les recherches. Et on ne désespère pas. S'il y a une contribution des populations, nous allons finir par mettre la main dessus. Alors, quelques semaines plus tard, il y a un agent de la police municipale, toujours en circulation, qui a été encore heurté par un citoyen burkinabé. Au vu de tous ces événements au niveau de votre département, est-ce que vous comptez réagir? Parce que au début, quand vous avez pris fonction, vous avez dit nous allons sensibiliser. Mais quand on sensibilise que le message ne passe pas, l'alternative finalement, n'est-ce pas la répression? Je vois que vous êtes très sage ce soir. Et je suis très content. Non, nous avons sensibilisé et on va continuer de le faire parce qu'il y a des catégories de citoyens qui ont besoin, comme on dit, la répétition pédagogique. Mais nous savons qu'il y a des gens qui savent le fonctionnement des feux tricolores et qui les brûlent parce qu'ils ont besoin de transgresser les lois et les règlements. Ils veulent la pagaille. Alors, pour ces genres de citoyens, nous avons déjà commencé à agir. Nous allons très bientôt rencontrer la presse pour faire le point des mesures que nous avons prises depuis le 31 mai dernier. Vous avez vu qu'il ne se passe pas un jour où on n'arrête pas des gens, soit des cyclomotoristes, soit des automobilistes, et les véhicules sont garés.
les motocyclistes sont ramassés et allez faire un tour dans les commissariats, vous serez édifiés. Et avec le ministre de la Justice et le ministre des Transports, nous sommes dit qu'il y a un certain nombre de textes qu'il faut relire. Parce qu'il y a des gens qui prennent plaisir à venir payer la contravention parce qu'elle n'est pas élevée et font le dos rond à la police, à la gendarmerie. Ça, il va falloir que ceux-là qui vont brûler les feux, emprunter les sens interdits, que la sanction là soit dissuasive. Et là aussi, il y a un travail qui est en train de se faire. Donc, l'un dans l'autre, sensibilisation pour une catégorie de citoyens, répression pour une autre catégorie qui connaît bien la réglementation, mais qui a décidé de ne pas suivre. Bon, l'un dans l'autre, je crois que d'ici la fin de l'année, on pourra faire un bilan et on avisera. Alors, il y a une question d'un téléspectateur sur la plateforme président.bf, Bougman Timothée, on va lire ensemble. La présence de la police municipale et de la police nationale pour réguler la circulation, est-ce une communication politique ou une mesure pérenne pour assurer la discipline dans la circulation dans les grandes villes du Burkina? C'est vraiment terrible. Là, les gens voient dans toute chose la politique. Qu'est-ce qu'il y a de politique en plaçant des policiers qui font leur travail? Leur travail, c'est aussi réguler la circulation et permettre aux citoyens d'avoir une mobilité constante dans la ville. Qu'est-ce qu'il y a de politique dans ça? Non, nous avons dit qu'il faut que désormais, on ne voit pas de policiers dans les bureaux. Les policiers sont faits pour se mouvoir, pour être un peu partout, pour rendre des prestations. C'est ce que les populations attendent. Elles veulent sentir la sécurité. Et les policiers, en étant un peu partout, ça rassure plus d'un. Et c'est pourquoi nous allons renforcer les commissariats. Pour ce qui est des villes comme Ouaga, Bobo, nous allons renforcer les commissariats de district, les commissariats de police, les commissariats d'arrondissement, et même pour les communes rurales, renforcer les effectifs au niveau des policiers, au niveau des communes rurales. Je dois vous dire que 2300 quelques policiers vont sortir d'ici là, dans le mois de juillet. Et nous aurons de quoi renforcer les postes de police comme Intangou, où il y a avec 4, là aussi on a fait des critiques, mais on fait avec ce qu'on a. Mais heureusement, nous allons avoir des policiers que nous allons dispatcher au niveau des coins sensibles pour renforcer l'action et la visibilité de l'action de la police sur le territoire national. Alors, et je dois vous informer aussi, vous dire qu'il sera procédé cette année au recrutement de près de 1500 policiers. Donc tout cela pour relever le défi au niveau du manque de ressources humaines, au niveau des forces de sécurité. Parlons élection à présent. Monsieur le ministre, on sait que c'est l'autre actualité phare qui concerne votre département. Et sur le plateau, nous revenons avec monsieur Tassere Savadogo. Il est web activiste. C'est à lui donc que revient l'honneur d'ouvrir la question, notamment sur les élections. Oui. Merci bien. Je me nomme Savadogo Tassere, commune m'appelle Tastas. Je viens directement de Ouayouga. Tastas. C'est bien moi. Ah, de Ouayouga, là? Oui. Ah, oui, d'accord. On a entendu parler de vous. Ouais. Très heureux de faire votre connaissance. Merci, monsieur le ministre. Nous savons que toute bonne décentralisation est souvent accompagnée par la déconcentration administrative. Et nous savons aussi que le processus de création des nouvelles entités administratives était
très bien avancé à l'époque. Et des assemblées générales ont été faites dans les villages. Et moi-même, j'ai été porteur d'un rapport que j'ai déposé au commissariat de Ouéguia pour la création d'un département de Gambo. Alors, je pose la question suivante. À quand la création de nouvelles entités administratives, régions, provinces, départements? D'accord. Merci. Très bonne question, cher ami Tastas. C'est une question qu'on n'a pas occultée au niveau du ministère. Et d'ailleurs, il y a un groupe à se former pour se pencher sur cette question. Seulement, comme les élections étaient en vue, on ne pouvait pas aborder cette question. C'est simple à comprendre. Mais c'est un chantier qu'on va ouvrir très bientôt. Et il y avait eu des discussions préliminaires, mais nous allons revenir là-dessus pour regarder si le découpage territorial tel qu'il existe aujourd'hui, il y a des réglages à faire. Il y a plein de dossiers au ministère, des demandes de création de villages, de création de départements, de communes, de création de provinces et de création même de régions. Donc, ce n'est pas la matière qui manque. Donc, je puis vous rassurer qu'il y a un travail de fond qui va être fait à ce niveau. Et dès que nous serons prêts, un dossier sera amené devant la table du Conseil des ministres. Et si d'aventure c'est des lois, ça se terminera à l'Assemblée nationale qui a la compétence pour légiférer. Donc, c'est un vaste chantier qu'il faut revoir pour que le maillage territorial, le découpage territorial, que ce soit au niveau des circonscriptions administratives, c'est-à-dire les départements, la province, ou des collectivités territoriales, c'est-à-dire les communes ou les régions, collectivités territoriales, il y a peut-être un examen, un coup d'œil qu'il faut jeter sur tout cela, faire un bilan, aller aussi à la rencontre des populations, parce que très souvent, on travaille en vase clos. Cette fois-ci, nous allons travailler au ministère, à les bureaux, mais on va se déplacer aussi pour écouter les populations, pour que tout ce qui va être par la suite proposé colle avec les réalités du terrain. Vous savez aussi qu'il y a un grave problème de chefferie, et il faut faire attention. Dans les découpages, c'est autant de questions très sensibles qui méritent effectivement que l'on puisse avoir une démarche participative, une démarche prudente pour que, au finish, ce qui sera présenté présente moins de problèmes. Alors, Monsieur le ministre, on va parler élection, puisqu'on a parlé. Alors, Monsieur le ministre, on va parler élection, puisqu'on a parlé. Merci, on a annoncé. Voilà. Je voudrais savoir, et au moins, est-ce qu'on peut avoir, vous pouvez nous rassurer, si c'est dans les 5 ans à venir, on peut avoir ces entités, votre mandat. Mais, M. Tastas, si ça devait être après les 5 ans, moi je ne serais pas en train de parler de ça. Parce que dans 5 ans, est-ce que je sais si je serai là? Voilà, donc c'est dit que c'est dans nos préoccupations et c'est un chantier qui va être ouvert. Et comme je l'ai dit, ça se déroule là comme ce que j'ai dit. Et vous serez largement informés, ça ne sera pas un vase clos. Alors les élections à présent avec Lydia Zanga qui est avec nous dans ce studio, qui a une question pour vous. Merci bien. Monsieur le ministre, mon intervention porte sur la mise en place des exécutifs communaux
après les élections du 22 mai 2016. Il est vrai que dans la majorité des bureaux de vote, du moins dans la majorité des communes, cela s'est passé dans le calme. Mais il y a certaines communes qui se sont illustrées par des actes de violence et qui ont beaucoup fait parler d'elles et qui ont mis des populations dans des situations assez difficiles. Donc récemment, nous avons entendu des appels à l'aide de populations comme, je prends un exemple de Karangaso-Vigué. Donc je voulais savoir s'il est possible que vous reveniez sur ces cas pour nous dire qu'est-ce qui est fait au niveau de votre département pour cela. Et aussi, une autre question, pour la suite des scrutins qui vont venir, est-ce que votre département réfléchirait donc sur le mode de désignation des maires? Est-ce qu'il ne faut pas aller à un système plus direct où le citoyen sait en allant aux urnes qui pourrait être maire? Ça peut peut-être nous éviter des situations. D'accord. Madame, vous avez fait une très bonne intervention et posé des questions qui valent la peine qu'on débatte. D'abord, il faut regretter ce qui s'est passé dans certaines communes. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 348 communes dans lesquelles on a pu installer les exécutifs locaux, c'est-à-dire le maire, les adjoints et les présidents de commission. 348 sur les 367, parce que l'élection a eu lieu dans les 367 communes et arrondissements. Il y a en tout 370 communes rurales et urbaines et arrondissements. 19 arrondissements, 302 communes rurales, 49 communes urbaines. Si vous faites la sommation, ça fait 370. Malheureusement, à Broum Broum, à Zohoré et à Béguédo, compte tenu des difficultés objectives qu'il y avait et des risques d'affrontement, la CENI, à juste raison, a estimé qu'elle ne pouvait pas organiser les élections à ce niveau. Et donc, voilà, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on peut dire. Et les passations de services ont pratiquement eu lieu dans ces différentes communes. Et ils sont en train d'attaquer la mise en place des exécutifs locaux au niveau des 13 régions, des régions. Parce que nous prévoyons les rencontrer tous le 11 juillet pour un entretien et leur donner des b.a.-ba de la gestion municipale avant qu'ils ne mettent la main dans la tambouille. Alors, il y a une deuxième question. Alors, il ne faut pas repenser le mot de désignation. Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. Et nous regrettons les incidents graves qui ont eu lieu à Kanchari. Il y a eu mort d'homme. Quelqu'un est décédé là-bas. À Karangaso-Vigué, il y a eu 2 morts et c'est vraiment regrettable. C'est inacceptable. Et ce n'est pas normal que ça se passe comme ça. Mais c'est à notre corps défendant. Ce n'est pas le fait de l'administration. Et c'est pour ça que nous profitons de l'occasion qui nous est donnée pour attirer l'attention et des populations et des partis politiques pour qu'ensemble, il y ait un sursaut qui fasse en sorte que même si il y a des différends, qu'on essaie de les résoudre autrement, au lieu de poser des actes qui peuvent conduire à la perte de vies humaines. Alors, ce que vous avez dit, quand j'étais maire, à la tête de l'association des municipalités de Burkina, ça a été notre requête. Nous avions fait des propositions en disant qu'il faut que le maire s'assoie scrutin de liste avec en tête celui-là qui va être le maire pour que, en élisant, les gens sachent là que c'est un tel, s'il a la majorité, qui va être maire. Nous avons plaidé pour ça. Malheureusement, on a été chaque fois rétorqué au niveau de l'Assemblée. Je crois que pour cette fois-ci, beaucoup de politiques
vont être d'accord avec ce que vous dites, avec ce que nous avons toujours voulu faire. Et nous-mêmes, au niveau du ministère, nous allons procéder à la relecture du Code général des collectivités territoriales et aussi demander qu'il y ait une relecture du Code électoral pour que nous puissions ressentir les choses à la lumière de ce qui s'est passé sur le terrain. Ce n'est pas seulement cette année. Même les élections passées, on avait eu les mêmes problèmes. Seulement, on n'a pas eu mort d'hommes. Cette fois-ci, il y a eu mort d'hommes. Donc, il y a péril dans la demeure, il y a urgence et nous allons préparer les textes qu'il faut et le gouvernement va sanctionner le travail qui sera fait au niveau de mon département et l'Assemblée nationale va décider en dernier ressort. Il y a une question d'un citoyen, on va donc la lire ensemble. Monsieur le ministre, donc nous avons suivi et nous continuons donc de suivre l'installation des nouveaux maires. Comment va se gérer donc la question des lotissements dans les différentes communes? Bon, alors, avec mon collègue ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, nous nous sommes déjà vus. Nous avons mis une petite commission qui a déjà travaillé parce qu'il va falloir, dès que les maires vont prendre fonction, que nous puissions dire qu'est-ce qu'on fait. Et donc, nous nous sommes vus et il va y avoir une rencontre avec les ministres et les techniciens pour écouter ce qui a été proposé par le petit comité qui a été mis en place. Et lorsque nous allons rencontrer les maires, très prochainement, nous allons pouvoir leur dire quelle va être la procédure. Mais avant, nous devons faire un dossier qu'on va amener en conseil de ministres qui va être validé et par la suite, la levée va se faire puisque vous savez qu'il y a la suspension sur toute l'étendue du territoire des lotissements au niveau des collectivités territoriales. Donc, une fois que nous aurons eu le hockey du Conseil des ministres sur la base du dossier qu'on va introduire, les maires seront informés de la manière dont les choses vont se passer. Et en attendant que cette question de fond qui est posée, on puisse la résoudre. Est-ce qu'il faut continuer à laisser les collectivités territoriales, qui sont les communes, qu'elles soient rurales ou urbaines, avoir parmi leurs compétences la compétence de lotir? Ça, c'est une question qui est mise en débat et le président de l'Assemblée avait souligné dans un de ses discours dans l'hémicycle. Et donc ça, c'est une question à part. Mais en attendant, il faut faire en sorte que les questions pendantes soient résolues. Les doubles attributions, les querelles, en tout cas, beaucoup de problèmes qu'on rencontre au niveau des collectivités, que nous puissions dire comment ça va se gérer. Alors, Monsieur le ministre, on a un téléspectateur au bout du fil. Il nous appelle de Kongoussi. Il s'appelle Jean Sawadogo. Nous l'écoutons. Moi, c'est Sawadogo Enza, depuis Kongoussi. Moi, ma question concerne la décentralisation. Quelles sont les mesures prises en vue de permettre aux collectivités territoriales de mieux répondre aux aspirations des populations? Et en ce qui concerne son volet ressources humaines, quelles sont les actions que le ministère a entreprises pour assurer la bonne marche des services de la collectivité? Là, je suis à l'aise. Il nous reste plus beaucoup de temps aussi. Oui, en tant qu'ancien maire, mon devoir maintenant en tant que ministre, c'est de faire avancer la cause de la décentralisation. Donc, tous les avatars que j'ai connus quand j'étais maire, je dois mettre à profit le fait que je suis maintenant ministre en charge de la décentralisation pour faire en sorte que le travail des maires soit allégé à ces niveaux-là. C'est pourquoi d'ailleurs, nous avons
en accord avec Madame la ministre en charge donc des Finances, travailler déjà à virer ce qui doit être viré dans les caisses des collectivités. Vous savez que dans le cadre de des compétences qui sont transférées aux collectivités, il est fait obligation à l'État central de transférer également les moyens. On ne transfère pas les compétences sans transférer les moyens, que ce soit dans l'éducation, la santé, l'assainissement, toutes ces questions sur lesquelles les compétences sont transférées aux collectivités, au niveau de la santé primaire, au niveau de l'éducation primaire, ce sont les collectivités qui ont reçu cette compétence-là. Donc, nous avons déjà, Madame la ministre a signé un arrêté conjoint avec moi et cet argent-là est déjà dans les caisses des collectivités pour les permettre de réaliser justement ces infrastructures sociales qui sont très attendues au niveau de nos communes, qu'elles soient rurales ou urbaines. Et puis, il y a des textes que nous sommes en train de préparer qui, s'ils étaient adoptés, vont permettre de donner plus de pêche, plus de l'épaisseur aux élus locaux dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Pour le personnel, nous allons continuer à aider à la formation du personnel à l'ENAM et dans les IRA. Et ce sont des instituts qui avaient été créés dans les régions pour former le personnel destiné à appuyer les collectivités territoriales. Et donc, ces actions-là vont se poursuivre et nous allons surtout faire beaucoup de formations pour que les maires aussi, les élus aussi puissent jouer convenablement leur rôle. Il y a l'État qui doit jouer sa partition, mais si les collectivités ne jouent pas la sienne, il va y avoir des problèmes. Et pour cela, il faut les doter de connaissances. Même les intellectuels, il n'y a pas une école où on va apprendre à être maire, à gérer une collectivité. Donc, c'est à travers les formations, quel que soit votre niveau, vous avez besoin de la formation. Comment assumer votre rôle d'officier d'état civil, comment assumer votre rôle d'officier de police judiciaire, comment confectionner un budget. Toutes ces questions-là, nous allons apporter de l'aide, de l'expertise aux nouveaux élus pour qu'ils puissent assumer correctement les tâches à eux confiées par les mandats que sont les citoyens de nos villes et de nos campagnes. Alors, Monsieur le ministre, avant de terminer, une question quand même. Vous avez cité tout à l'heure 3 communes, Beguido, Bouroum et Zogoré. Je retrouve le nom dans le Nord, qui n'ont pas eu d'élection. Alors, jusqu'à quand justement ces élections seront organisées? Alors, je dois dire, vous avez cité les 3 communes où il n'y a pas eu d'élection. Mais le risque est grand parce que si vous faites le décompte, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je parle, il y a 19 communes qui n'ont pas pu mettre en place les exécutifs locaux au niveau de ces communes-là. Est-ce que vous pensez sanctionner éventuellement les partis politiques dont les militants aujourd'hui sont en train de perturber la mise en place de conseils? Non, c'est pas comme ça que les choses se passent. Le ministère n'a aucun pouvoir pour sanctionner qui que ce soit. Nous disons simplement aux citoyens de ces villes, de ces communes-là, qu'ils courent le risque d'avoir à la tête de leur commune une délégation spéciale. On a été à Karangasso, Vigué, on a dit que la température est encore élevée, donc toute tentative de vouloir faire des élections là-bas, les gens vont se rentrer dedans. Donc on ne va pas prendre ce risque-là, qu'il y ait d'autres morts, parce qu'on veut coûte que coûte qu'il y ait un maire à la tête de Karangasso-Vigué. La ville, la collectivité sera ce que les habitants de la
majorité voudrait qu'elle soit. Si les gens ont opté d'avoir un maire nommé, mais ça sera à notre corps défendant. Donc, peut-être que la liste va s'allonger. Au lieu de 3, il y aura, à un moment donné, il faut qu'on agisse. On ne va pas attendre indéfiniment les gens. On va mettre en place des exécutifs locaux au niveau des 13 régions. Et on va commencer à travailler. Et donc, partout où on n'a pas pu, ça sera des délégations spéciales. Dans tous les cas, nous allons préparer un dossier qu'on va soumettre au Conseil des ministres, en Conseil des ministres, et on avisera. Donc, il se peut qu'il y ait d'autres situations, et après, donc, on pourra envisager l'élection complémentaire de rattrapage, mais ça, c'est à voir. Mais ce n'est pas exclu. Aussi, après, il faudra peut-être encore reprendre les élections. Oui, dans ces communes-là. Dans ces communes, pas dans les autres communes qui ont déjà leur exécutif et qui peuvent commencer à travailler dès maintenant. D'accord. Merci, Monsieur le ministre, parce que nous sommes au terme de cette émission. Nous étions partis pour... c'est déjà fini? Oui, c'est déjà fini. Malheureusement, le temps file très vite. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci au public qui est venu aussi vous poser les questions. Merci aux téléspectateurs, au téléphone et sur les réseaux sociaux qui ont envoyé leurs questions. Dialogue citoyen, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité sur les antennes de la télévision de Burkina. Ismaël Ouedraogo et moi. Vous ne m'avez pas permis de dire un mot pour vous dire merci et vous dire que nous sommes à votre disposition. Et interpeller les populations, aidez-nous à vous aider. Faites en sorte que dans chaque collectivité territoriale, il y ait un maire, il y ait des élus, des mandants. C'est à cette seule condition que vous allez pouvoir développer convenablement votre commune. Donc il est encore temps, les 19 communes restantes, j'en appelle au bon sens et à la volonté des uns et des autres pour faire en sorte que nous ayons des maires qui ont toute la légitimité parce que élus pour travailler pour ces populations qui ne demandent que le développement. Alors, donc, merci une fois de plus. Mais je veux rassurer les gens, ceux qui disent que je n'ai pas d'étoffe là. Nous sommes là pour assurer la sécurité des citoyens et nous allons travailler dans ce sens-là. Si au bilan, je dois être passé à l'échafaud, je serai prêt à donner mon coup. Mais en attendant, laissez-nous agir et vous jugerez après. On jugera après. Merci. Et donc, c'est tout pour cette émission Dialogue citoyen. Comme on vous l'a dit en début d'émission, il s'agit donc pour la CODEL, Diaconia et la RTB de donner la parole aux citoyens pour poser des questions aux autorités politiques et notamment les gouvernants. Pour donc une émission de redévabilité ce soir. C'était avec le ministre Simon Compaoré de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure. Merci de nous avoir suivis.